Dans l'aube naissante, j'ai quitté la guest-house endormie sur les berges du Mékong, dans la banlieue de Sangom. Le fleuve est noyé dans les brumes matinales, l'air plutôt frais. En face, le Laos se laisse deviner. Ces scènes d'offrande se déroulent tous les matins dans les pays pratiquant le bouddhisme Theravada, appelé aussi voie des anciens. La nourriture ainsi récoltée quotidiennement fournit aux moines du monastère local leur unique repas de la journée. Cette pratique, instaurée par le Bouddha, crée des liens très forts entre religieux et laïcs. Les premiers ne pourraient pas survivre sans les seconds, et cet acte généreux permet aux donateurs d'accumuler des mérites. Et puis en Thaïlande, presque tout le monde a été moine au moins une fois dans sa vie, et donc a vécu de la générosité d'autrui. Le monastère de ces moines se situe sur la montagne dominant le village. Espérant en apprendre davantage sur eux, je décide de m'y rendre. Le temple est entouré d'une forêt que le brouillard rend mystérieuse. J'hésite à m'y aventurer. Un moine m'invite alors à le suivre sur un chemin détrempé. Un calme, une sérénité se dégagent de ces lieux où se dissimulent les refuges des moines. Nous sommes dans un monastère de la forêt, comme il en existe de nombreux en Thaïlande, principalement dans l'est du pays. Réfugié sous sa coutille, un moine m'invite à le rejoindre. Par chance, il parle un peu anglais, il va pouvoir m'éclairer. Alors, quelle est la différence entre moine de la ville et moine de la forêt? I think same but different, you know. Mhm, Because I ride a mountain, mhm, I ride mountain one, and I want to alone one. mhm. The Bangkok, many people, right? Have everything. Have many people have the car, have the many things. I think this here is a good one. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la plupart des monastères en Thaïlande remplissaient le rôle de centre d'éducation pour les enfants, en mettant toutefois l'accent sur l'étude des écritures bouddhiques, mais sans quasiment mentionner la méditation. Les cérémonies tenaient une grande place dans la vie des moines, certains pratiquaient la divination, d'autres géraient leurs finances, mais surtout, personne n'observait les 227 règles monastiques. À la fin du XIXe, un moine, le vénérable Ajahn Mun, retourna aux sources en se souvenant que le Bouddha avait toujours vécu en forêt. Il replaça la méditation, seul moyen de changer le fonctionnement erroné de l'esprit, au centre de sa pratique. Il restaura les règles monastiques afin de protéger les pratiquants des poisons de l'esprit que sont attachement, aversion, orgueil, jalousie et ignorance. En 1947, un moine errant, qui sera plus tard mondialement connu sous le nom d'Ajahn Chah, cherchait désespérément comment mettre en pratique les enseignements reçus de ses maîtres. Il décida alors de rencontrer Ajahn Mun. L'enseignement fut direct et succinct. Une fois l'attention établie, il suffit de voir que tout apparaît et disparaît dans l'esprit. C'est là la véritable voie de la pratique. Ce fut une révélation pour Ajahn Chah. Installé dans une forêt pour vaincre sa peur des tigres et des fantômes, il transforma sa pratique. Peu de temps après, son rayonnement attirait moines et laïcs du monde entier. En 1954, Ajahn Chah fonda le monastère Wat Nong Papong à côté de Ubon Ratchathani, sa ville natale. Ce sera ma prochaine étape.
Au petit matin, dans le village entourant le monastère, j'ai la joie d'assister au même rituel qu'à Sangam. Mais aujourd'hui est un jour particulier. Les fidèles sont invités à se rendre au temple pour assister à un enseignement qui sera suivi d'un repas réalisé avec leurs dons. Le monastère se cache derrière un long mur protégeant une vaste forêt de grands arbres. En face de l'entrée, un musée retrace la vie d'Ajahn Chah et abrite des collections très hétéroclites. Derrière celui-ci, un deuxième mur percé d'une petite porte donne accès à la forêt proprement dite, dissimulant les koutis des moines. Ils sont une soixantaine à vivre ici en harmonie avec la nature. Une foule vêtue de blanc se dirige vers le temple. Je suis cordialement invité to enjoy the ceremony. Sans rien comprendre, j'écoute les enseignements de l'abbé. Son discours en taille est hermétique, mais son intonation est joviale. J'ai l'impression que son message n'est pas dénué d'humour. Au bout de 2 heures et après une série de chants, tout le monde se dirige vers de longues tables pour le repas. Là encore, je suis généreusement invité. Quittant mes hôtes, je découvre plus loin un stupa étincelant d'or dans la lumière matinale. Il abrite les restes de Ajahn Chah. À quelques kilomètres d'ici se trouve le Wat Nanasha, destiné aux Occidentaux désirant pratiquer le Dhamma de la forêt. Les enseignements y sont donnés en anglais, mais les règles monastiques sont les mêmes. Quiconque en fait la demande peut y séjourner quelques jours ou davantage. La suite de mon périple me fera découvrir le Wat Phutok, éperon rocheux dominant la plaine plantée d'hévéas et de rizières. 6 chemins circulaires plus ou moins accrochés au-dessus du vide donnent accès à des koutis suspendus entre ciel et terre et à des plateformes de méditation. Bien sûr, tous les moines n'ont pas la chance de vivre dans un monastère de la forêt
ou n'ont pas l'envie de se plier à la dure discipline que cela implique. Ils vivent alors en ville au contact de leurs concitoyens, et cela implique parfois certaines concessions. Chiang Can est une petite ville alanguie au bord du Mékong. Inconnue des touristes occidentaux, elle est par contre très prisée par les touristes thaïs. Outre les maisons traditionnelles en bois et les boutiques qu'elles abritent, Chiang Can offre une autre attraction vantée et vendue par les nombreux hôtels, le défilé matinal des moines. Tous les Thaïs n'ont pas la possibilité de pratiquer l'aumône traditionnelle sur leur lieu d'habitation. Alors ici, tout est prévu pour leur permettre de le faire. Le petit plateau d'offrande inclus dans le package hôtelier attend chaque hôte devant les marches de son hôtel. Et le matin venu, les rues s'animent alors que le jour n'est pas encore levé. L'ambiance est bon enfant, parfois même un peu dissipée. Mais dès que paraissent les moines, un silence respectueux s'installe. Ceux-ci semblent se plier de bonne grâce à ce qui pourrait ressembler à une mascarade si le peuple thaï n'éprouvait pas un profond respect pour son clergé.